La première question que nous devons nous poser est de savoir comment des gens qui étaient des civils, qui sont issus de nos rangs, qui ont vécu la même misère que nous, qui vivent même plus que la misère que nous, pourquoi dès qu'ils quittent les civils et qu'ils se font enrôler dans l'armée, ils changent de comportement et deviennent des esclaves d'une famille? Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible que des gens avec qui on partageait le quotidien, des gens qui sont dans nos familles, qui sont dans nos maisons, qui connaissent la réalité de notre pays, dès qu'ils rentrent dans l'armée, ils deviennent une autre personne. Ils tuent leurs propres frères. Ils font des dégâts. Quand on les envoie pour frapper les gens, ils font les choses aveuglément. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils choisissent d'être des esclaves éternels d'une famille? Qu'est-ce qu'on leur prépare à manger? Comment est-ce qu'on travaille leur psychologie? Comment est-ce qu'on les travaille? Parce que il est important de parler aux militaires. Parce que nous le veuillons ou pas, j'ai toujours l'habitude de le dire, à moins qu'on soit un nez politique, à moins qu'on ne comprenne absolument rien de la politique au Togo, que ce soit des manifestations populaires, que ce soit demain je ne sais quoi, c'est eux qui ont la clé de la situation. C'est eux qui ont le dernier mot de cette situation-là. Même si demain, nous sortons par milliers dans la rue, c'est eux qui vont basculer du côté du peuple pour mettre fin au règne du tyran. Aujourd'hui, quand la cour de la CEDEAO dit que Faure Gnassingbé est totalement illégitime, il est illégal, tout le monde peut le déposer. Le peuple peut choisir de le déposer, comme l'armée aussi peut choisir de le déposer. Parce qu'au vu de tout le monde, il est totalement illégal. Et si quelqu'un le dépose, personne ne dira rien. Il y aura peut-être des condamnations au bout des lèvres. Et c'est le danger qui le guette. Et la seule chose à laquelle il s'accroche, c'est cette armée-là. C'est cette grande muette-là, qui elle-même aussi est victime de la dictature. Et pourquoi il s'accroche à eux? Il s'accroche à eux parce que c'est le seul pilier qui lui reste. Et nous devons parler aux militaires. Et en parlant aux militaires, c'est vrai qu'on le fait depuis, mais en parlant de plus en plus aux militaires, nous portons le danger dans la maison de Faure Gnassingbé. Nous lui faisons comprendre que les militaires qu'il a pris en otage et qu'il utilise contre nous, le peuple va lui reprendre son armée. Et quand on parle aux militaires, avec des voix qui portent, il ne va pas dormir. Vous savez que mes lives sont interdits dans les casernes. Même dans la police. Vous savez qu'ils ont interdit aux militaires d'écouter mes lives. Ils écoutent ça en différé. Mais les officiers, ils écoutent. Ils sont à la maison, ils écoutent sur les téléphones de leurs enfants, sur les tablettes de leurs enfants. Ils écoutent. Donc, il faut qu'on leur parle. Il faut qu'on leur dise que là où ils ont été esclaves jusqu'à maintenant, c'est bon. Pourquoi je le dis? Parce que la semaine dernière, je vais partir de cet exemple-là. Il y a eu un officier supérieur, colonel de son rang, qui est décédé à l'hôpital Dr Mafia, à Toblecop là-bas. Et cet officier supérieur, selon les informations que j'ai pu glaner à gauche à droite, a été un très brillant officier, m'a-t-on dit. En tout cas, on m'a dit que c'est quelqu'un qui a eu un bac D avec 15 de moyenne. Après, il est rentré dans l'armée. Il a fait l'école des officiers, très brillant. Et aujourd'hui, je pense qu'à 56 ans, 50 combien, 5 ans, il est mort. Il est mort pourquoi? Il est mort parce que il a été arrêté dans l'affaire Félix Katanga. Il s'appelle colonel Ali. Il était à la FIR avec Katanga. Il a été arrêté dans cette affaire de Katanga. Il a été suffisamment torturé à l'ANR et c'est comme ça que ces problèmes ont commencé, de santé. Et aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. Et donc, c'est quelqu'un qui a choisi la fidélité à une famille, la fidélité à un clan, la fidélité à une communauté, que la fidélité au peuple. Et aujourd'hui, il meurt dans l'indifférence totale. Et pourtant, il avait tout pour avoir une très bonne carrière.
Mais il a choisi pendant sa vie de militaire l'allégeance à une famille, à un peuple. Le général Katanga, qui est aujourd'hui dans les liens de la détention, qui doit être autour de 65 ans, 63 ans, 64 ans, je ne sais plus trop. En 2005, lorsque les jeunes officiers, et lui-même il était jeune à l'époque, disaient que les enfants des Yadema n'étaient pas suffisamment matures et qu'on ne pouvait pas confier le pouvoir à Faure Gnassingbé, Katanga, donc Félix Katanga, très zélé parce qu'il avait épousé une fille des Yadema, donc Babanam, il était le premier à menacer tous les autres officiers. Il a dit à certains qu'un beau ne trahit pas. Donc, il avait choisi la fidélité à sa belle famille, donc au Gnassingbé, que la fidélité au drapeau togolais. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, celui qui était présenté comme le plus redoutable officier, à l'image de Narcisse Yomadjoua, le plus redoutable des officiers de ces 20 dernières années ou ces 15 dernières années, aujourd'hui, il est devenu l'ombre de lui-même. Il n'a plus rien. Il a été jugé, condamné, je ne sais pas, c'est 50 ans. Ah ouais. Donc, 50 ans de prison. Vous imaginez, quand est-ce qu'il va sortir? 50 ans de prison. Donc, il a 67 ans maintenant, ou 63 ans. Vous lui ajoutez 50 ans. Donc, il va sortir de prison à 100... Non, c'est pas 20 ans. Il a ajouté 30, c'est 50 ans. Je ne sais plus combien. Il va sortir de prison à 100 combien? 102 ans. 117 ans, c'est ça. Pour avoir choisi d'être loyal à une famille qu'à la République. Voilà comment il a bousillé sa carrière. Son heure de gloire a été de courte durée. Et je vous ai toujours dit ici que dans un régime autoritaire, seul le dictateur, dès qu'il a les moyens, il est le seul à être dans la durée. Le dictateur, dans un régime autoritaire, il est le seul à être dans la durée. Tous les autres sont des fusibles. C'est l'histoire qui nous l'apprend. Et ce sont des données infaillibles de l'histoire. Vous allez voir dans tous les pays, par exemple, où il y a les coups d'État, comme les pays de l'AES là aujourd'hui, vous voyez comment les officiers sont en train de s'éliminer un à un. Ils vont s'éliminer jusqu'au dernier. Parce que le pouvoir ne se partage pas. C'est la logique. Et quand on est plus dans un système autoritaire, ça ne se partage même pas. Tu vas croire à un moment donné que tu es le tout-puissant, c'est toi qui fais le roi, mais tu es le faiseur de roi, mais le roi va te démontrer après que tu n'es personne. Et c'est lui. Donc, quand vous prenez les 21 ans de règne de Faure Gnassingbé, vous faites le bilan de tous les officiers qui l'ont amené au pouvoir. Les Nandia Zakari, les Titipinan. Ça, c'est la première vague de ceux qui l'ont imposé. Le seul qui a un peu survécu, c'est Berena. Parce que lui, il a été utilisé pour beaucoup de bêtises. Il a été utilisé en Côte d'Ivoire, avec les histoires d'ONUCI pour dégager Gbagbo. Et on a créé une société spéciale pour lui, ANAZAP. On l'utilise pour semer la cisanie un peu dans les mairies et tout ça. C'est le seul qui a survécu. Tous les autres, ils ont été écartés. Qui parle encore aujourd'hui de Nandja? Qui parle de ces mêmes décédés? Titipina, il se lève le matin, il est dans la mosquée qui est à côté de l'aéroport là-bas, où on prépare le Hajj. C'est là-bas son bureau. Il y a plein d'autres qui sont en prison. Il y en a qui sont morts. Mais le dictateur, lui, est là. Celui qu'ils ont porté au pouvoir, lui, est là. Il jouit du pouvoir. Il a tous les biens. Il a toutes les femmes. Il a le plaisir que vous n'aurez même pas. Et puisqu'il vous a utilisé pour faire de mauvaises choses, si vous voulez faire du bruit, il va vous livrer à la justice. Les Kouloum sont où? Les Tidjani sont où? Ils sont où tous ces gens-là? Donc, il faut que les militaires au Togo prennent conscience que ce peuple a tant souffert et que eux-mêmes, ils souffrent de la dictature. Aujourd'hui, dans cette armée que vous voyez, personne n'est libre d'exprimer un point de vue. On a mis beaucoup de toukoupis, des espions, des gens qu'on met sur l'écoute. Et dans une dictature, personne n'est en sécurité dans une dictature. Dans un régime autoritaire, personne n'est en sécurité. Le seul système
qui garantit plus ou moins les droits de chacun, c'est un état de droit. Même pas une société démocratique, c'est un état de droit. C'est l'état de droit qui fait que c'est l'état de droit qui te donne le pouvoir, toi le citoyen, de traîner le pouvoir devant les tribunaux. C'est l'état de droit qui fait que quand on veut t'arracher par exemple une maison que tu as passé des années à construire sans te dédommager, tu peux saisir la justice pour qu'on te dédommage. C'est l'état de droit qui fait que quand tu es employé dans une société, on te licencie, tu peux aller porter plainte et avoir gain de cause. C'est l'état de droit qui fait que dans la rue, un policier, un militaire ne peut pas porter la main sur toi. Et que toi aussi, tu ne peux pas porter la main sur le militaire ou sur le policier. C'est l'état de droit qui met tout le monde sous la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. C'est l'état de droit qui fait que quand on a des gouvernants, ils doivent rendre des comptes de la gestion qu'ils font de la République aux citoyens. Et les citoyens ont le droit de les démettre pendant les élections. Et donc, vous les militaires, aujourd'hui, vous êtes pleins dans les prisons. Mais personne ne s'occupe de votre cas. Aujourd'hui, on voit ce colonel Ali qui a passé, je ne sais pas, 4 ou 5 ans, je ne sais plus quand est-ce qu'ils ont arrêté Katanga. Ça fait 5 ans déjà qu'on a arrêté Katanga. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui a été arrêté il y a 5 ans. Donc pendant 5 ans, il a subi le martyre jusqu'à mourir dans l'indifférence. Je ne veux pas utiliser certains termes dégradants. Je préfère, moi, mourir dans la dignité que mourir comme un chien. Je préfère mourir debout en tant que homme, me battant pour mes droits, disant que je ne suis pas d'accord, que mourir comme un chien. Et vous êtes plein de militaires à mourir, à être tués dans l'anonymat. Il y en a plein qui sont en prison. Ils n'ont même pas d'avocat pour les défendre. Certains sont en détention secrète. Ils sont aux arrêts secrets. Ils sont aux arrêts secrets. Vous préférez cette vie-là? Vous préférez une vie où vous ne pouvez même pas être libre de vos mouvements. Vous vous épiez les uns les autres. Vous vous sabotez les uns les autres. Vous détruisez la vie des uns des autres. Ou vous préférez qu'on ait une société démocratique où l'ensemble des droits des citoyens est préservé. Il y a dans l'ancienne gendarmerie là-bas, à Lomé, puisqu'ils ont encore une prison là-bas, ils gardent les gens là-bas, à l'ancienne gendarmerie en face de la BTC là-bas et de la BIDC. Il y a plein de soldats qui sont en prison là-bas, en détention préventive depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, sans jamais vu un avocat. Jamais ils n'ont vu un avocat. Ils sont en détention depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans. On vient de parler de ce colonel Ali qui est décédé. Vous savez combien ça coûte à l'État de former un officier? Vous savez combien ça coûte à la République de former les officiers? Ça coûte énormément de l'argent pour former un officier. Et donc, cet officier qui doit être utile pour la République de diverses manières, parce qu'il y a la délation dans l'armée, parce qu'ils sont soumis au diktat d'une famille. Si quelqu'un vient mentir, que celui-là il a dit ça, on t'arrête sans ménagement et tu perds ta vie ainsi. À la gendarmerie là-bas, il y a un autre officier qui est détenu depuis 4 ans là-bas, au secret. Il est commandant de grade. Il est en détention. Il y a plein d'autres. Hein. Il est en détention là-bas, à la gendarmerie, depuis 4 ans, sans jamais voir un avocat. Il n'a jamais été jugé. Commandant Visa, c'est son nom. C'était un officier façon un peu zélé, sulfureux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il semblerait-il que il a demandé un jour à une escorte, je ne sais pas quoi, que le président a voyagé. Quand est-ce qu'il va rentrer? Dans l'armée togolaise, on leur a appris un système de délation qu'ils appellent rendre compte. La culture de rendre compte. Rendre compte, c'est-à-dire, quand quelqu'un vient de te dire quelque chose, il faut que tu rapportes ça. C'est un système de délation. Quand tu ne rapportes pas, si demain il y a quelque chose qui arrive, on t'arrête, on te dit pourquoi tu n'as pas fait le compte rendu. Et donc, celui à qui ce commandant a posé cette question, qui serait peut-être de la garde présidentielle, est parti rapporter que, voilà ce que le commandant là m'a posé comme question. Et donc, comme dans une dictature, on soupçonne tout le monde, on dit bon, pourquoi il demande à un soldat de la garde présidentielle ou de l'escorte présidentielle, le président a voyagé, quand est-ce qu'il rentre? Donc peut-être qu'il a des intentions malveillantes. Ça suffit pour l'arrêter. Et il est en prison depuis 4 ans. Commandant Visa. Il est d'Akwenivé. Les natifs d'Akwe le connaissent. Donc pendant 4 ans, il est en détention.
Vous voulez continuer par être des esclaves éternels des Gnassingbé pour qu'ils vous exploitent ad vitam aeternam, ou vous voulez une société libre qui profite à nous tous, où vous avez aussi vos droits qui sont préservés? Qu'est-ce que vous voulez? Il semble que quand on vous recrute, ou bien certains parmi vous, on les amène quelque part, quand on sent qu'ils ne sont pas fidèles, pour aller faire aller jurer auprès d'un fétiche. Et c'est vrai que les Gnassingbé sont très versés dans les fétiches. Ils ne font que ça, de père en fils. Il semble qu'il y a un fétiche dans un canton quelque part qu'on appelle Djandé, où certains officiers, on les amène jurer là-bas qu'ils ne vont rien faire aux Gnassingbé. Ils jurent leur loyauté au système. C'est quel fétiche qui fonctionne encore au Togo réellement? Les gens disent oui, et on fait des trucs et tout ça. C'est qu'est-ce qu'ils ont fait de spirituel sur le Togo et que ça n'agit pas sur tous les Togolais. Les gens disent oui, que la colonne de la paix là-bas, ils ont mis des choses, tu passes là-bas, tu vas être chargé spirituellement. Moi, je suis passé là-bas 1000 fois. Quand on faisait les manifestations étudiants, on est resté là-bas, on a pris des photos, on a uriné sur ça là-bas, c'est rien passé. On est resté encore lucide. C'est quel fétiche vous allez adorer ou bien on vous fait jurer et vous ne pouvez pas regarder clair du côté du peuple togolais. Donc, on dit que oui, il y a aussi, on ne prépare des viandes qu'on vous sert. Il semble que il y a des trucs qu'ils font, ils vont faire des sacrifices et puis après, ils mettent ça dans les viandes, ils vous donnent dans les casernes, vous mangez. Sortez de ces histoires-là. Parce que demain arrive, hein. Fon Gnassingbé n'est pas éternel. Aujourd'hui, certains Togolais, au risque de leur vie, sont en train de jouer sincèrement leur partition pour que ce pays change. Et si ce pays change, c'est vous les militaires qui serez les premiers bénéficiaires. Tous les officiers qui sont au Togo, en tout cas la plupart, qui ont eu beaucoup d'argent, et s'ils arrivent à vivre avec ça? Et s'ils arrivent à vivre avec ça? Tous les officiers qui ont eu l'argent, sont-ils libres aujourd'hui de vivre avec l'argent qu'ils ont amassé? Je ne crois pas. Et puis quel argent? Les Katanga, il a suffi qu'on les arrête. 3 ans après, ils n'ont plus d'argent. Hein. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de fermes agricoles. Ils vont dire que j'ai 150 hectares ici, j'ai 90 hectares là-bas. Une ferme agricole n'a aucune valeur réelle. Hein. 100 hectares dans une brousse quelque part, où les gens vont le week-end... les gens vont le week-end manger la viande de brousse avec les jeunes filles. Ça n'a aucune valeur financière. Hein. Ça n'a aucune valeur financière. Aucune. Et donc, Félix Katanga, 3 ou 4 ans après, il n'a plus suffisamment d'argent. Hein. Mais pourtant, quand il était aux affaires, on disait qu'il avait beaucoup d'argent, qu'il était milliardaire. Comme au Togo, les milliardaires là, tout le monde est milliardaire. Parce qu'au Togo, les Togolais ne savent pas ce qu'on appelle milliardaire. Quand quelqu'un traîne quelques millions, avec 2 ou 3 voitures, on dit qu'il est milliardaire. C'est ça les Togolais. Ils disent milliardaire. Oh, mais on a un milliardaire, oh, et 2 milliards. C'est ce qu'on appelle milliard. Les gens qui volent quelques millions et qui les volent aussi dans l'administration. Et donc, dès qu'on leur coupe les sources de revenus, ils n'ont plus d'argent. Ils ont quelques maisons, quelques terrains, et puis après on dit qu'ils sont milliardaires. Ça, c'est le fantasme des Togolais. Oh, mais on a un milliardaire, héros. Parce qu'il a quelques millions. Même celui qui a 1 milliard, il n'est pas milliardaire. Et donc, les Félix Katanga aujourd'hui, ils n'ont plus d'argent. Vous prenez un officier qu'on met aux affaires, il amasse un peu d'argent, dès qu'il part à la retraite ou qu'on le lâche, 3 ans après, il n'a plus rien. Parce que tout ça, c'est factice. Parce que c'est des gens qui vivent du trafic d'influence. Parce que je suis officier supérieur, j'appelle un Libanais, je dis bon, j'ai besoin de 10 millions, j'ai besoin d'une voiture, ils vont aller livrer. J'ai ci, j'ai ça, ils vont aller livrer. C'est factice. Donc, votre vie, elle n'est pas meilleure que la vie des Togolais ordinaires. Aujourd'hui, le Togo que vous voyez là, il est bloqué. Je parle aux militaires. Le Togo que vous voyez, il est bloqué. Il est bloqué par un seul individu. Il est bloqué par un seul individu. Il y a eu les dernières inondations. Vous avez vu Fon Gnassingbé avoir un seul mot de compassion pour les Togolais. Je parle aux militaires, y compris vous. Parce que vous aussi, vous étiez inondés.
Le chef suprême des armées, qui est Faure Gnassingbé, est-ce que vous avez vu un seul mot qu'il a adressé comme mot de compassion au peuple togolais? Il n'était d'ailleurs pas au pays quand les inondations étaient là. Vous savez qu'il n'était pas au pays. Il n'était même pas au pays quand il y a eu les inondations. Et depuis, est-ce que vous avez entendu un seul mot de sa part? Ne serait-ce qu'à l'endroit de tous ces Togolais qui sont dans les quartiers précaires, ils sont dans l'eau, les pieds dans l'eau partout, qui n'arrivent même pas à s'en sortir. Un seul mot, une seule phrase. Ne serait-ce que la sympathie d'un dirigeant envers son peuple. Vous savez pourquoi? Parce que Faure s'en fout des Togolais. Et les Togolais, c'est le dernier de ses soucis. Mais si les Togolais sont le dernier de ses soucis, si le peuple est le dernier de ses soucis, pourquoi s'accroche tant au pouvoir? Mais qu'il aille se reposer. Faure sait mieux que quiconque, puisqu'il le dit en privé, que les Togolais les détestent. Que les Togolais détestent la famille Gnassingbé. Et c'est normal que les Togolais les détestent. Parce qu'ils ont fait trop de mal au pays. Donc parce que les Togolais les détestent, que eux, ils profitent du pays, ils s'en foutent des Togolais. Faure avait dit à un homme politique qu'il, lui, Faure Gnassingbé, il sait à quel point les Togolais détestent leur famille, mais que malheureusement, il ne peut pas changer de patronyme. Et que s'il s'appelait Olympio, il s'appelait peut-être Amorin, il s'appelait peut-être Gali, ou je ne sais pas quoi, la perception des Togolais à son endroit aurait été autre. C'est parce qu'il est Gnassingbé que les Togolais les détestent à mort. Et donc, comme ils savent que les Togolais les détestent à mort, ils se disent que on n'aura aucun sentiment pour ce peuple-là. Parce que ce peuple, dans leur tête, est ingrat envers notre papa, est ingrat à notre égard, et donc, ils peuvent vivre de tous les malheurs, on s'en fout. C'est sa mentalité. C'est pour ça qu'il est impassible par rapport à tous les drames que le pays vit. Ce n'est pas son problème. Son problème, c'est la jet set. Vivre comme les grands milliardaires de Miami. C'est ça dans sa tête. Que les gens soient dans l'eau, que les gens meurent. Vous avez une fois vu des gens qui ont régné pendant 60 ans et dans leur propre localité, ils n'ont rien fait. Vous allez là-bas, à Pia, là-bas, chez Faure Gnassingbé, ils vont partir encore cette semaine. Vous savez, Sylvanus Olympio, de regretter, mais moi, vous savez qu'il était du privé. C'était quelqu'un qui avait toutes les chances d'évoluer dans le monde des affaires, dans le privé, mais il a laissé tout ce confort-là pour se sacrifier pour le Togo. Et quand il était dans la lutte pour le Togo, il n'a jamais choisi la compromission. Il n'a jamais choisi la compromission. Il n'a jamais dit une chose et il a fait son contraire. Il n'a jamais voulu faire ci et il a fait ça. Il est resté droit jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il ne meure avec ses idées. Et ce type de Togolais, ces gens de Togolais, il faut qu'on les retrouve. Parce que ce que nous avons perdu au Togo, ce sont des valeurs. Vous voyez, ce sont des gens qui sont prêts à tout et que personne ne leur dit rien. Cette semaine, j'ai suivi une vidéo de soi-disant une réunion du CPC. Merci beaucoup, merci infiniment pour les vœux d'anniversaire. Une réunion du CPC, le cadre permanent de dialogue, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment ils appellent ça. Leur coquille a manipulé la classe politique là. Et j'ai vu les gens qui étaient autour de la table. J'ai vu après comment le communiqué qui a été lu. C'est pas possible. C'est les Togolais ça. C'est les Togolais ça. Le Togolais, en tout cas une catégorie de Togolais, sans dignité, sans honneur, sans aucun principe. Hier, ils étaient virulents à dénoncer le régime, à dire on se bat contre le régime doit dégager. Aujourd'hui, ils s'asseyent dans un ministère, sans aucune honte. Et ils lisent des communiqués comme des gens, des liseurs de motion. Et certains sont morts pour ces gens-là. Parce qu'ils sont dans les calculs, là, oui, moi je suis déjà âgé, je n'ai plus assez de temps pour vivre, je vais aller manger un peu. Tout ça, c'est la paresse, c'est l'oisiveté, c'est le refus de travailler. Un jour, j'ai dit, dans une émission, ça a choqué, mais ça a choqué les gens qui soutiennent les gens de l'AES. J'ai dit, demain, il faut dissoudre tous les partis politiques au Togo.
Demain, il faut dissoudre tous les partis politiques au Togo avant de reconstituer une nouvelle loi partisane. Demain, quand on aura réussi cette lutte-là, il faut remettre tout à plat avant de définir une nouvelle loi sur le cercle partisan. Et très strict. Ça nous éviterait que des gens dont les militants ne peuvent pas être observés par un microscope puissent faire du bruit sur la scène politique. Ça nous éviterait que des partis qui n'ont pas de siège, des individus puissent faire du bruit tout le temps, alors qu'ils n'ont qu'un agenda personnel. Il faut dissoudre tous les partis politiques. Demain. Ça, c'est impératif. Parce que d'abord, 90% de ces partis sont créés par le régime. 90% de ces partis sont créés par le régime. Ce sont des antennes du régime pour troubler le jeu politique. Et ceux qui ne sont pas créés par le régime, ils ont parfois des agendas qui ne cadrent pas avec la volonté du peuple. Il faut dissoudre tout ça. Il faut dissoudre tout ça. Dissoudre tout. Après, il faut prendre une nouvelle loi pour régir le cadre partisan. Et ça, c'est des Togolais qui doivent décider. Si le petit Togo là, on a besoin de 3 partis, de 4 partis, de 5 partis. Et corser les conditions de création de partis politiques. Pour que les gens évitent de créer des petites associations de quartier qui transforment en partis politiques, que les gens évitent de créer des partis communautaires, pour que les gens évitent de créer des partis avec leurs femmes et enfants. Parce que les gens n'ont pas une vision lointaine du Togo. Les gens voient le Togo aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vont manger aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va avoir dans 2 ans? Qu'est-ce qu'on va avoir dans 3 ans? Peut-être je vais devenir ministre. Les gens ne voient pas le Togo. Le défi de ce Togo de demain, après le long règne de Gnassingbé, c'est comment faire pour que ce pays sorte définitivement de la crise politique et se stabilise pour s'occuper du développement. Le long défi, le grand défi qui va être demain sur la table, je vous assure, le plus grand défi qui sera demain sur la table au Togo, après le Gnassingbé, c'est comment tourner définitivement la page des crises politiques et stabiliser le pays afin de le développer. C'est ça le plus grand défi. Et pour y arriver, il faut remettre les compteurs à zéro. Il faut dissoudre tout et repartir sur la base de nouveaux contrats qui lient le peuple aux acteurs politiques. C'est ça la réalité. Sinon, vous avez plein de gens, des gens qui sont là, tout le monde s'agite. Si demain vous ne mettez pas de garde-fous, les gens vont rentrer au Togo. Il y a des associations au Togo, tout le monde va dire oui, je vais créer mon petit parti politique, je vais créer ceci. Vous connaissez les Togolais avec leur petit ego. Chacun va commencer par parler son gros français, ceux qui vont parler allemand, ceux qui vont parler anglais, ceux qui vont parler chinois. Chacun va vouloir jouer son petit numéro dans son petit coin. Les partis vont pousser comme des champignons. Et rebelote, c'est reparti pour de longues crises. Chacun va sortir ses diplômes, les vrais, les faux, tout, ce que les gens n'ont jamais réussi à faire dans la vie. Chacun va s'inventer une vie. Et le peuple sera encore pris en otage par l'élite. Le peuple va être encore balancé par l'élite, à gauche, à droite. Donc, demain, parce que si on sort de la longue nuit de Gnassingbé, j'estime que le règne de Gnassingbé, c'est une longue nuit pour le peuple togolais. Si on sort de cette longue nuit-là, si on retombe dans l'instabilité, on aura beaucoup perdu. Si on retombe dans l'instabilité chronique, on aura beaucoup perdu. Donc, il faudra des hommes de valeur, des vrais patriotes qui prennent vraiment la mesure de la situation et organisent une rupture totale. Ce qu'on appelle la vraie thérapie de choc. J'ai toujours dit ça, thérapie de choc. Vous voyez comment on traite les gens quand ils sont dans le coma, on les amène à l'hôpital. C'est une vraie thérapie de choc. Il faut remodeler cette société-là, ce pays, de manière à le stabiliser pour pouvoir amorcer son développement. Sinon, on va tomber dans les travers. Les petits illuminés, n'importe quel zozo, les gens vont sortir de gauche à droite, chacun va jouer le plus intelligent. Vous savez comment les Togolais, ils jouent le plus intelligent. Même les faux qui sortent, qui racontent tout et n'importe quoi. Pour mettre fin à tout ça, il faut canaliser les gens. Il faut redresser le pays de bout en bout. Redresser le pays de bout en bout. Quelqu'un s'amuse, on le fout quelque part. Et on redresse les gens. Et pour la société togolaise, il faut remodeler la société togolaise. Service militaire obligatoire, service civique obligatoire,
On va apprendre la lutte contre la corruption déjà à l'école, dans les écoles, tout ça. La propriété, comment il faut entretenir le cadre de vie et tout ça. Depuis l'école. Apprendre aux élèves la propriété et tout ça. Il faut construire des salles de classe modernes, des toilettes et tout ça, pour que les gens apprennent la propriété dès leur bas âge. Vous avez des gens qui sont dans l'administration là-bas au Togo, qui vont aux toilettes et qui font des WC qui font des conneries sur les WC modernes, qui ne savent même pas comment tirer chasse d'eau. Il faut leur apprendre ça depuis le bas âge. Ce n'est pas de leur faute, ils n'ont jamais appris. Et quand vous allez dans les toilettes, dans l'administration, tout est sale. Et ça, c'est le visage d'un pays. Et tout ça, pour en arriver là, il faut éduquer les gens. C'est le plus gros travail qui attend notre peuple demain. Et ça n'a rien à voir avec la politique politicienne. Hein. Ça n'a rien à voir avec les calculs politiciens. Hein. Je veux devenir président, je veux être ici. On s'en fout de ça. C'est comment redresser ce pays sur le plan des valeurs. Aujourd'hui, vous avez tous ces chefs qui doivent être des autorités morales. Les religieux, qui sont tous des vendus. En tout cas, la plupart, corrompus, pas possible. Il faut redresser tout ça. Des gens qui n'ont pas le courage, comme ça se passe dans les autres pays, de dire la vérité aux hommes politiques. Alors qu'ils sont supposés être des autorités morales, des gardiens des us et coutumes, des chefs traditionnels, des religieux, des chefs coutumiers, qui sont tous corrompus, parce qu'ils ont besoin de 2000, de 3000 pour faire ci, pour faire ça. C'est toute cette société-là qu'il faut redresser. Et je plains celui qui, demain, aura cette lourde tâche de diriger le Togo, parce qu'il faudra être dur de tête et un peu trop dur pour redresser ce pays-là. Les gens vont pleurer, mais ce sera le bien dans 10, 15 ou 20 ans pour les Togolais, pour nos enfants. Nous, on sera déjà très vieux. Et c'est ce qu'il faut penser pour l'avenir du Togo. Je le dis parce que... Pourquoi je fais ce live spécialement aujourd'hui? Nous qui avons déjà au-delà de la cinquantaine, vous imaginez ce que les Nyassingbé ont absorbé dans notre vie. Je le dis, les gens peuvent le prendre à la légère, mais c'est une réalité. Nous qui avons déjà au-delà de 50 ans, vous imaginez comment les Nyassingbé ont pris toute notre vie, notre jeunesse. Il y a de cela 30 ans, il y a de cela 20 ans, il y a de cela 20 ans, j'avais 32 ans. Donc, il aura pris 21 ans de ma vie. Donc, les jeunes qui avaient 10 ans, les jeunes qui avaient 10 ans en 2005, ils ont 31 ans aujourd'hui. Ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas d'emploi, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont avoir du boulot. Ceux qui avaient 20 ans en 2005, ils ont 41 ans aujourd'hui. C'est comme ça qu'il faut faire facilement le calcul, hein, pour savoir que ce régime est en train de prendre toute votre vie, les meilleurs moments de votre jeunesse, les meilleurs moments de votre vie. C'est comme ça qu'il faut faire le calcul. Et il faut en prendre conscience qu'une seule personne, un seul individu, une seule famille ne peut pas prendre en otage le destin de tout un pays pendant 60 ans. C'est pas possible. Une seule famille, un seul individu ne peut pas bloquer le destin de tout un pays pendant 60 ans. C'est pas possible. Et donc, quand je dis ces choses-là, je le dis avec la gravité nécessaire. Et je le dis aussi parce que pendant les 60 ans ou pendant les 30 dernières années, ils ont eu des accompagnateurs. Et ce jeu-là ne peut plus continuer. Parce que vous, les jeunes, les moins jeunes que nous, vous devez être capable de prendre vos responsabilités. Parce que c'est votre avenir qui en dépend. C'est votre vie qui en dépend. Le monde devient de plus en plus difficile. Le monde devient de plus en plus difficile. Ce n'est plus facile de dire, je vais partir ailleurs, je vais aller me chercher ailleurs. Vous voyez tout ce qui se passe en Afrique du Sud. Ça risque de se passer dans les pays voisins, que ce soit au Ghana ou au Bénin. Un jour, les gens se lèveront et puis vous diront, il faut rentrer chez vous. On en a marre de vous. Ça s'est déjà passé. Vous connaissez l'histoire des Agégué. Comment les Nigériens ont renvoyé les Togolais et les Ghanéens. Vous connaissez l'histoire du Ghana. Au temps de Afrifa, ou je ne sais pas quoi, il y avait un président ghanéen où on a renvoyé des Togolais, des Béninois et tout ça. Même en Côte d'Ivoire. Ce qu'on appelle la xénophobie, ou je ne sais pas comment vous le dites, la phobie des étrangers, généralement c'est lié à des crises politiques. Et c'est cyclique. À partir du moment où, voilà, c'est Bouzia, à partir du moment où les gens à l'intérieur du pays, de leur propre pays, n'arrivent plus à avoir le minimum, ils pensent que ce sont les étrangers qui sont à la base. Ils commencent par chasser les gens. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de Togolais qui s'installent au Ghana, au Bénin, en Côte d'Ivoire. Mais un jour, les gens vous diront, allez chez vous. Rentrez chez vous, on en a marre de vous, allez aussi chez vous. Donc, ce phénomène-là, il n'existe pas qu'en Europe, aux États-Unis et puis partout, ça existe chez nous, Africains, c'est humain. C'est humain.
C'est fondamentalement humain. Au Gabon, merci. C'est fondamentalement humain. Donc, nous avons intérêt à prendre le destin de notre pays. Et c'est les jeunes qui doivent prendre le destin de ce pays-là. C'est les jeunes qui doivent être préoccupés par l'avenir de ce pays. Et donc, c'est à vous les jeunes qui êtes souvent branchés sur les réseaux sociaux. C'est à vous que nous devons parler. Nous qui sommes aujourd'hui d'un certain âge, qui sont vos grands frères, qui avons vécu des expériences. Vous savez, il arrive parfois que moi je ne suis pas encore à l'étape des témoignages. Quand je prends les 50 ans ou un peu plus de ma vie, au moins j'en ai consacré 28 ou presque 30 au militantisme et au journalisme. Donc j'ai connu beaucoup de choses. J'ai quand même une certaine expérience. C'est un peu rébarbatif de le dire, mais il faut le dire parfois pour dire aux gens, on vient de loin. Et quand nous, on était dans ces choses-là, il y a 25 ans, 28 ans, on se disait que mais cette histoire va être bouclée en 5 ans. On va finir ça bientôt. On a côtoyé tous les leaders. Je dis bien tous les leaders. Tout. Et on a une idée plus ou moins de ce que c'est que la classe politique. Ce n'est pas à l'ère des réseaux sociaux qu'on apprend à connaître les hommes politiques. On les connaît il y a 25 ans. Il y a 28 ans pour certains, il y a 30 ans pour d'autres. On a partagé des secrets avec eux, leur intimité. On sait qui ils sont. Donc, à un moment donné, il faut essayer de mettre fin à ce drame-là que vive le peuple togolais. Alors, je suis ici ce soir pour parler un peu de tout ça, mais beaucoup plus pour parler à nos militaires. C'est justement pour eux que je suis là. Je voulais consacrer la soirée, au moins une trentaine de minutes, à l'armée togolaise, à notre armée, à nos frères d'armes, nos frères qui tiennent les armes, aux militaires. Ils sont nos frères. Ils viennent de nos familles, ils viennent de nos maisons, ils viennent de nos communautés. On les connaît plus ou moins. La question